Curiosity cet été va fêter ses 10 ans sur Mars. Donc c'est un petit peu un exploit puisqu'on était parti pour 2 ans. On obtient sans cesse des extensions de mission en sachant que ces extensions sont prévues un petit peu depuis le lancement, depuis même la conception de l'instrument, puisque les instruments sont conceptualisés pour durer plus longtemps que ce qu'ils ne devraient, à l'inverse de l'obsolescence programmée. On partait pour 2 ans, on qualifie absolument tous nos instruments pour au moins 4 ans et on le voit, ça fait 10 ans qu'on est sur Mars. Forcément, il y a quelques petits soucis de vieillesse de notre rover, de nos instruments, mais ils fonctionnent encore parfaitement bien. Tous les instruments sont opérationnels. On fait des forages. La foreuse est tombée en panne, elle a été réparée. Il y a plusieurs petits soucis qui sont pris en compte, travaillés par les ingénieurs. Il y a un groupe dédié de réparation des problèmes un petit peu inopinés qui peuvent arriver sur Mars. Et donc on se retrouve au bout de 10 ans d'exploration, 28 km parcourus à la surface de Mars dans un cratère qui s'appelle Gale, qui fait 160 km. Donc on reste dans ce cratère, on n'en sort jamais. On arrive sur une couche de transition en ce moment qui est particulièrement intéressante. On était dans une surface très riche en argile. Donc les argiles sont formées avec la présence d'eau sur Mars. Et on arrive à une transition sur une couche de sulfate. Donc ces sulfates ont besoin de conditions qui sont très acides, plus sèches pour se former. Donc c'est un petit peu un changement climatique martien qui s'est passé et on arrive sur cette transition. Donc on essaye de comprendre ce changement climatique et de regarder ce que ça signifie au niveau de la préservation des molécules, etc. On vient d'obtenir notre dernière extension. Donc on a encore 3 ans d'exploration avec Curiosity pour atteindre la couche de sulfate à proprement parler. On est sur la transition argile-sulfate, on va arriver vraiment dans une couche de sulfate. Ça sera l'objectif final de cette mission, d'analyser la couche de sulfate du point de vue géologique, du point de vue des molécules et du point de vue donc, de l'habitabilité. Est-ce que cette couche de sulfate pourrait préserver des traces d'une vie passée sans chercher ces traces, sans chercher la vie, mais savoir si le contexte était favorable dans les sulfates, peut-être plus que dans les argiles. Persévérance a fêté c'est 1 an sur Mars en février. Donc, il a atterri en février 2021 à la surface de la planète rouge. La Persévérance, c'est un robot d'exploration qui est une première étape sur le retour d'échantillons martiens. C'est-à-dire qu'il va collecter des échantillons à la surface de Mars et avec pour but final de les ramener sur Terre dans une succession de missions. Donc Persévérance en elle-même n'est pas une mission d'exploration d'exobiologie. Les études exobiologiques sur les échantillons martiens de Persévérance seront faites de retour sur Terre. Persévérance a de nombreux instruments d'études géologiques, minéralogiques, géochimiques, un petit peu organiques, mais moins précis que les instruments qui peuvent se trouver sur Curiosity, étant donné que Curiosity reste sur Mars, ne ramène rien, donc a des outils d'investigation plus poussés que Persévérance, qui doit faire un screening un petit peu plus global et choisir les échantillons à ramener sur Terre. Ces échantillons, une fois sur Terre, pourront être analysés dans les laboratoires avec les techniques de pointe qu'on aura à ce moment-là, qui seront même encore plus évoluées que ceux qu'on a aujourd'hui dans nos laboratoires. Donc Persévérance est dans un cratère également, donc un cratère qui était un ancien lac. Toujours intéressé par les anciens lacs puisque c'est quelque chose qui va permettre d'avoir des roches sédimentaires, qui va permettre éventuellement de faire de la chimie un petit peu complexe, éventuellement de fabriquer une forme de vie, puisqu'il nous faut un solvant quand même pour que les molécules puissent se rencontrer, se complexifier, évoluer de manière à former de la complexité et éventuellement de la vie. Dragonfly, qui signifie libellule en français. Donc Dragonfly,
C'est une mission de la NASA. C'est une mission qu'on appelle moyen budget de la NASA. Mais moyen budget de la NASA, c'est quand même 850 millions de dollars hors frais de lancement. Donc on est à plus du milliard de dollars pour une mission moyen budget NASA. C'est une mission qui a été sélectionnée dans le cadre des programmes New Frontiers de la NASA. Donc ces New Frontiers ont été annoncés, la sélection finale a été annoncée en été 2019. Le lancement de Dragonfly est prévu pour 2027. 2027, ça paraît loin. C'est demain, puisque un lancement en 2027, ça veut dire que les instruments qu'on doit fournir, on doit les fournir dès 2024. Ça veut dire que les premiers modèles, 2024, sont les modèles de vol, ceux qui vont vraiment être intégrés sur les instruments, sur la mission et partir sur Titan. Mais d'autres modèles sont construits en amont pour faire des tests de vibration, pour faire des tests électroniques, pour faire beaucoup de types de tests. Et il faut que ces instruments soient le plus représentatifs possible, voire identiques à ceux qui vont être faits en vol pour éviter d'avoir des tests à refaire sur les modèles de vol. Et donc, ces modèles initiaux, on doit les fournir dès l'année prochaine. Et quand je dis on, je parle notamment de la France, puisque un accord a été signé en février 2022, donc de cette année, entre le CNES, l'Agence spatiale française, et la NASA, l'Agence spatiale américaine, pour que la France fournisse une partie d'un instrument qui partira sur Dragonfly. Donc Dragonfly, c'est un hélicoptère, c'est en fait un drone qu'on appelle dans le domaine des drones, j'ai appris récemment, du X8, parce que c'est un double quadcoptère, c'est-à-dire qu'il va avoir 4 hélices, chacune redondée, et qui va donc se déplacer de zone en zone sur Titan en volant, et pas du tout en roulant. Sur Titan, l'atmosphère est 4 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. Donc déjà, c'est un petit peu une densité intermédiaire entre l'air et l'eau. C'est quand même beaucoup plus facile de nager dans l'eau que de voler dans l'air sur notre Terre. Donc là, on est sur un petit peu, il faut imaginer une densité un petit peu intermédiaire, où finalement, c'est pas totalement voler, c'est presque nager. Sur Titan, si on s'attache des ailes, comme les pionniers de l'aviation ont essayé de faire sur notre Terre en se jetant de falaise avec des ailes attachées qui s'écrasaient lamentablement en bas de la falaise, sur Titan ça marcherait. On pourrait voler avec ces ailes attachées. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de voler sur Titan, d'une part grâce à cette atmosphère qui est beaucoup plus dense, mais également parce que la gravité sur Titan est 1/7 de celle de la Terre. Et donc entre une gravité plus faible et une atmosphère plus dense, c'est quand même beaucoup plus facile de voler sur Titan que de rouler. Et c'est pour ça que Dragonfly a été conçu en tant que drone. Le vol servira uniquement à se déplacer d'un site à un autre. On sait, grâce à des observations d'orbite, notamment avec Cassini-Huygens, qui a fait 127 survols de Titan, qui orbitait autour de Saturne. Et on sait, grâce à Cassini-Huygens, que Titan a des zones qui sont extrêmement variées, sur des zones géographiques qui sont séparées de seulement quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres ou quelques centaines de kilomètres. Et grâce à Dragonfly, on sera capable de se déplacer de zone en zone pour analyser justement des zones qui d'orbite ont été vues comme étant très très différentes. On sera capable de faire des vols de 10 km de distance à la fois. Donc vraiment le vol c'est le déplacement, il n'y a pas d'analyse scientifique, il n'y a pas d'autre intérêt du vol de Dragonfly que de se déplacer de zone en zone. Et chaque zone pourra être espacée d'une dizaine de kilomètres, en sachant que sur la mission nominale qui est d'un petit peu plus de 3 ans, on devrait explorer une douzaine de sites et donc explorer plusieurs centaines de kilomètres de distance depuis notre lieu d'atterrissage initial. Donc c'est vraiment, on ne pourrait pas faire ça en roulant, on ne peut pas faire ça sur Mars avec des rovers. Là on est vraiment sur des zones de déplacement qui sont immenses et qui nous permettent d'analyser des environnements de Titan qui sont extrêmement différents les uns des autres. Alors Titan c'est un satellite de Saturne qui a une atmosphère très très dense,
est constitué majoritairement d'azote. Donc l'azote, c'est donc un composant essentiel de notre atmosphère sur Terre. Hein. Et on pense que l'atmosphère de Titan aujourd'hui ressemble un petit peu à l'atmosphère primitive de la Terre. Et on sait également que sur Titan, on a beaucoup de molécules carbonées, on a des hydrocarbures qui sont présents sous forme de lacs, des lacs d'éthane, des lacs de méthane liquides, plutôt au pôle de Titan. On n'ira pas avec Dragonfly pour ceux qui se posent la question, parce qu'on va atterrir plutôt au niveau de l'équateur. Donc on n'ira pas explorer les lacs des pôles. Et donc ces lacs d'hydrocarbures, c'est vraiment tout un système de solvants avec des rivières, des pluies, des évaporations, vraiment à l'instar de notre cycle hydraulique sur Terre. Donc c'est vraiment intéressant de faire cette comparaison. Et donc ces hydrocarbures, c'est du carbone, de l'hydrogène, des molécules organiques. Et la combinaison entre la présence de ce méthane, éthane, donc carbone, hydrogène et de l'azote de l'atmosphère fait qu'on a une chimie extrêmement complexe qui peut se produire avec des molécules qui seront à la fois carbonées et azotées. Et on sait que sur Titan, dans l'atmosphère, il y a beaucoup de chimie carbonée azotée qui se produit. Il y a des molécules relativement complexes qui vont se former, principalement dans la haute atmosphère, par des réactions photochimiques, donc les rayons du soleil qui vont taper, recombiner les atomes entre eux, former des molécules complexes. Ces molécules vont se complexifier au fur et à mesure de leur sédimentation jusqu'à la surface. Et en arrivant à la surface, en tombant dans ces lacs, ils peuvent avoir justement ces lacs peuvent servir de solvants, donc pour mélanger les molécules, créer des molécules encore plus complexes. Et donc l'idée, c'est vraiment quel niveau de complexité moléculaire on peut avoir atteint à la surface de Titan. Titan, c'est un laboratoire naturel à une échelle planétaire qui va nous permettre de répondre à des questions sur la formation de la chimie dans un système planétaire qui ressemble un petit peu à notre système planétaire terrestre primitif. Encore une fois, on est sur de la planétologie comparée, ça nous intéresse de savoir comment Titan a évolué, notamment du point de vue chimique, par rapport à comment la Terre a évolué à ses débuts de manière chimique jusqu'à former la vie. Donc on peut se demander si sur Titan, on peut avoir une forme de vie qui aurait pu se développer et qui pourrait encore exister sous différentes formes à la surface. Mais vraiment, on veut comprendre la chimie de Titan. C'est un des objectifs principaux. Donc Vénus, effectivement, depuis l'année dernière, a de nouveau le vent en poupe. Et 3 missions ont été sélectionnées la même année, 2 missions américaines et 1 mission européenne, pour aller essayer de comprendre depuis l'intérieur de Vénus jusqu'à sa plus haute atmosphère comment elle a évolué et qu'est-ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Les 2 missions américaines qui ont été sélectionnées dans le cadre des missions à petit budget de la NASA mais qui correspondent à des moyens budgets européens sont des missions Discovery. Et dans le programme Discovery, les 2 missions DaVinci Plus et Veritas ont été sélectionnées. Et donc Veritas sera un orbiteur pour faire des analyses de surface depuis l'orbite. Et DaVinci Plus aura cette spécificité de descendre dans l'atmosphère de Vénus et de faire des analyses pendant sa descente dans l'atmosphère, d'essayer de comprendre la composition de l'atmosphère. À côté de ça, une mission européenne a été sélectionnée pour Vénus en juin 2021, donc la même année, quasiment le même mois que les 2 missions américaines. Et cette mission européenne s'appelle Envision. Envision a de nombreux contributeurs français, puisque parmi les 10 instruments d'Envision, 2 ont un PI chip français, donc c'est-à-dire un responsable de projet scientifique qui est français. Et donc Envision sera un orbiteur qui sera à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la surface et qui va vraiment analyser de par de la spectrométrie, des radars et de la spectroscopie, va analyser depuis le noyau profond de Vénus jusqu'à la plus haute atmosphère, donc vraiment faire un screening complet pour essayer de comprendre
pourquoi Vénus est aujourd'hui euh, aussi chaude, avec un effet de serre aussi intense. Donc il fait 450 degrés en surface de Vénus, il fait 90 bars de pression, donc on est comme si on était sur Terre à 900 mètres sous l'eau au niveau de la pression qui s'exerce. C'est une atmosphère qui est très dense. Et donc, pourtant, Vénus et la Terre ont à peu près la même taille. Donc qu'est-ce qui a fait qu'à une époque, et à quelle époque, Vénus et la Terre ont autant divergé. Et donc, comme dit une des co-investigatrices de cette mission qui travaille sur le radar, Alice Le Gall du Latmos, pourquoi Vénus a mal tourné finalement. Donc on est encore une fois sur de la planétologie comparée, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a un effet de serre qui s'est emballé sur Vénus, qui fait aussi chaud aujourd'hui. Est-ce que finalement, ce n'est pas un futur pas si lointain que pourrait avoir la Terre ? Et puis également, on voudrait comprendre, est-ce que Vénus a une géologie active ? Est-ce que donc Vénus a de nombreuses traces de volcanisme à sa surface, mais on ne sait pas si ces volcans sont toujours actifs aujourd'hui, ce sont des volcans anciens. Donc en analysant sur des périodes de temps relativement courtes les zones géologiques, voir s'il y a des changements, des volcans qui apparaissent, du soufre qui s'émet à des endroits plus précis qui pourraient attester d'une activité volcanique présente à la surface de Vénus. Mais également, est-ce qu'il y a eu un océan dans le passé sur Vénus ? Et s'il y a eu un océan, pourquoi il a disparu ? Et à quelle époque ? Donc plein de questions. On connaît finalement assez mal Vénus parce qu'il n'y a pas eu d'exploration depuis de nombreuses années. Donc là, avec ces 3 missions qui vont partir pour Vénus et explorer à la fois l'intérieur, la surface et l'atmosphère de Vénus, on va vraiment en savoir plus sur cette nouvelle planète. La suite de l'exploration spatiale, c'est d'aller vers le système solaire plus externe. Alors en fait, il faut savoir que, à la fois au niveau américain qu'au niveau européen, il y a des programmatiques à long terme qui sont réfléchies. Aux États-Unis, donc on appelle ça le Decadal Survey, c'est prévoir sur les 10 années à venir quelles vont être les priorités d'exploration. Et donc ce Decadal Survey vient d'être sorti il y a quelques mois et a été proposé à la NASA. Bon, après, la NASA suit ou pas les recommandations qui sont faites par les scientifiques qui font le Decadal Survey. Mais en général, ces recommandations sont quand même très, très appuyées par la communauté et sont quand même suivies. Et donc dans le Decadal Survey américain, donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire sur les 10-15 prochaines années et où devraient aller les budgets principaux ? On a la suite du retour d'échantillons martiens. Donc ça, c'est quelque chose qui a été lancé déjà depuis quelques années et qui va vraiment aboutir. Mais on a également une exploration d'Uranus, une planète du système solaire externe qu'on connaît relativement mal. Et ce qui va nous intéresser plus, nous, au niveau de l'exobiologie, et qui est en deuxième priorité après l'exploration d'Uranus, c'est l'exploration d'Encelade. Encelade, c'est un satellite de Saturne qui est tout petit. Il fait 500 km de diamètre. 500 km, c'est une distance Paris-Lyon. Et ça, c'est le diamètre du satellite. Mais par contre, il est extrêmement intéressant dans sa composition, puisqu'il est composé d'une croûte de glace qui entoure un océan d'eau liquide qui pourrait être global sur tout le satellite. Et cet océan d'eau liquide, à ses profondeurs, est en contact avec la couche de silicate, donc avec le manteau d'Encelade. Et on a pu observer, en plus donc de cette composition particulièrement intéressante, que l'océan d'eau liquide, hyper salée, mais qui se trouve donc sous la croûte de glace, se répand à l'extérieur d'Encelade. Bon, il se répand tellement qu'il en crée un nouvel anneau de Saturne. C'est l'anneau E de Saturne qui est composé des geysers d'Encelade. Donc si on regarde une photo
composite, mais photo qui a été prise par Cassini, de Saturne et de ses anneaux, on voit bien un anneau particulier qui s'appelle E. Et cet anneau E est composé de l'émanation d'Encelade. Encelade, sur sa trajectoire autour de Saturne, crée son propre anneau. Donc c'est assez exceptionnel, ces geysers, on les observe en temps réel, donc il y en a constamment, notamment par le pôle sud. Il y a 4 qu'on appelle Tiger Stripes, donc les griffes du tigre. Il y en a 4 au pôle sud par lesquelles l'océan se répand à l'extérieur d'Encelade. Et donc si on peut imaginer au moins de la chimie complexe dans cet océan, voire des traces de vie, et de la vie active cette fois. Contrairement à Mars où on va rechercher des traces d'une vie passée, sur Encelade on va pouvoir rechercher de la vie active, présente. Et donc s'il y a des traces de vie dans cet océan, ces traces vont être... on n'aura pas besoin de creuser la glace et d'aller dans l'océan, on pourra juste analyser ce qui sort des geysers, qui est, on l'espère, mais bon, il y a quand même des grandes questions dessus, mais représentatif de ce qui se passe dans l'océan. Et par ces geysers, on a déjà pu analyser des choses particulièrement intéressantes, notamment des silicates. Donc les silicates, ça montre bien qu'il y a une interaction entre l'océan et le manteau qui se trouve en dessous, qui est à l'instar de ce qu'il y a sur notre Terre, dans les fonds océaniques, où on a des fumeurs noirs, des sources hydrothermales. Ces sources hydrothermales relarguent des minéraux, de l'énergie, des molécules, plein de choses qui vont faire de la chimie très complexe. Et ces sources hydrothermales, on pense, c'est une des hypothèses pour l'apparition de la vie sur Terre. Un des lieux hypothétiques, un des 3, de l'apparition de la vie sur Terre. Puisqu'on a justement de l'énergie, des minéraux, de la chaleur qui va pouvoir fabriquer des liaisons entre les molécules, et juste à côté un océan froid qui va pouvoir les stabiliser. Donc on a vraiment au niveau de ces fumeurs noirs, ces sources hydrothermales, tous les ingrédients réunis pour en tout cas faire de la chimie et éventuellement de la biologie. Et donc en détectant dans les geysers d'Encelade des silicates, on sait qu'il y a une interaction entre ces silicates et l'océan. Et en détectant de l'hydrogène en plus, on a pu faire l'hypothèse qu'il y avait des fumeurs noirs au niveau des fonds océaniques d'Encelade. Et donc Encelade, grosse cible d'exobiologie. Un des projets qui a été proposé donc, dans ce Decadal Survey américain, c'est de faire ce qu'on appelle un Orbi-Lander, donc un orbiteur à partir duquel un atterrisseur va se détacher et se poser à la surface une fois que l'orbiteur aura fait des repérages de où se poser à la surface d'Encelade. Et là, un atterrisseur qui va faire des analyses de surface pour rechercher des molécules organiques et éventuellement des traces de vie à la surface de ce satellite. Et donc au niveau européen, on a également un équivalent du Decadal Survey. Donc le dernier s'appelle Voyage 2050 pour essayer d'avoir une vision à long terme des priorités de l'Europe pour l'analyse du système solaire, de l'univers. Parmi ces priorités, une des missions, la prochaine mission à gros budget qui sera financée pour l'exploration spatiale européenne, sera une mission pour des satellites de planètes géantes, Saturne et Jupiter. Donc cela inclut Encelade, cela inclut Titan, cela inclut Europe, satellite de Jupiter, ou Io, un autre satellite de Jupiter, qui celui-là a moins d'intérêt exobiologique mais beaucoup d'intérêt au niveau géologique. C'est un monde volcan absolument fascinant. Et donc la prochaine mission sera à destination d'un de ces satellites de Saturne ou de Jupiter. Et un appel d'offres sera lancé d'ici peut-être 1 an ou 2, peut-être plus 2 ans que 1, puisque l'élaboration de l'appel d'offres est en cours. L'élaboration de l'appel d'offres pour explorer ces satellites, pour pouvoir ensuite dire « proposez-nous des missions ». À destination d'un des corps qu'on met dans l'appel d'offres, donc les satellites de nos planètes Jupiter et Saturne.